Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc à l'occasion des élections européennes du 6 au 9 juin prochain, 720 députés européens seront élus, donc 81 députés en France. À cette occasion, le mouvement associatif et le CRAGEP Hauts-de-France reçoivent les candidats et candidates et leurs représentants et représentantes pour les interroger sur les questions de jeunesse et de vie associative. Donc, Ondine Chorin, je suis chargée de plaidoyer au mouvement associatif Hauts-de-France. Le mouvement associatif, c'est une association qui fédère des réseaux associatifs, sectoriels ou territoriaux, autour de la promotion et la défense du fait associatif, c'est-à-dire du statut d'association loi 1901 en France, et de ce que cela ça implique. Donc une politique pour l'engagement bénévole, pour les financements associatifs et également pour le soutien à l'emploi associatif, par exemple. Jérémy Huillier, chargé de plaidoyer au CRAGEP Hauts-de-France, une tête de réseau qui regroupe des associations du secteur de l'éducation populaire et de la jeunesse. Donc nous recevons aujourd'hui Madame Sarah Kerrich-Bernard, qui est candidate aux européennes sur la liste Parti socialiste Place publique de Raphaël Glucksmann, et qui est également conseillère régionale des Hauts-de-France et secrétaire fédérale de la section nord du Parti socialiste. Bienvenue. Bonjour et merci pour votre invitation. Avec plaisir. Alors, on va du coup commencer par du contexte à chaque fois par question. Donc voilà, ça se terminera par une question où il y a une réponse d'une 32 minutes. Donc première question, les enjeux du prochain mandat sont de taille et les organisations associatives et de jeunesse en sont convaincus. Il est plus que jamais nécessaire de revenir au projet historique européen qui a pour ambition de réunir les peuples pour construire la paix et les coopérations au-delà des enjeux nationaux. Il est également urgent de garantir à chacun et chacune de pouvoir vivre dignement et en sécurité dans un environnement sain. Question: comment les institutions européennes peuvent-elles accompagner les crises rencontrées par les citoyens et les citoyennes, qu'elles soient sanitaires, environnementales, économiques ou démocratiques? Déjà, vous dire que notre liste est profondément pro-européenne. C'est vrai que ce n'est pas le cas de toutes les listes et c'est vrai que nous, on partage quand même cette vision d'une Europe démocratique, écologique et sociale. Et la vie associative en fait partie. Et d'ailleurs, elle est protégée dans les traités européens comme étant essentielle au fonctionnement démocratique de l'Union européenne. Donc on est très heureux de pouvoir, tant au niveau du Parlement européen que aussi ici dans les institutions locales, pouvoir défendre, accompagner le mouvement associatif et toutes les associations, quelles qu'elles soient. Après, ça nécessite des moyens et effectivement, l'Union européenne, elle peut accompagner les citoyens et surtout, on va dire, accompagner ou atténuer les crises qu'on a rencontrées ces dernières années. Déjà, il faut quand même noter qu'il y a des améliorations au sein de l'Union européenne, même si tout n'est pas parfait, que nous, on défend effectivement un changement de modèle au niveau européen. L'Union européenne, elle a bien réagi lorsqu'il s'est agi de défendre et de protéger les concitoyens face à la crise du Covid, contrairement à la crise financière des années 2010 où clairement nos institutions européennes n'ont pas été au rendez-vous, malheureusement, pour protéger les citoyens de la crise. Là, aujourd'hui, les institutions l'ont été, en faisant notamment un prêt commun pour pouvoir répondre aux défis qui étaient posés par la crise du Covid et éviter tout simplement que les plus précaires d'entre nous puissent en souffrir. Donc il y a eu un plan de relance, il y a eu effectivement beaucoup de choses qui ont été faites là-dessus. Mais aujourd'hui, la crainte qu'on a dans ces élections, c'est que cette brèche qui s'est ouverte se referme. Et c'est malheureusement ce que proposent les libéraux, la droite ou l'extrême droite européenne, qui souhaitent qu'on en revienne on va dire, des critères budgétaires restrictifs, austérité, qu'on avait suspendu le temps de la crise de Covid-19, et qu'on fasse comme si de rien n'était, qu'on retourne à l'état précédent. Nous, ce qu'on dit avec les socialistes sociaux-démocrates, c'est que c'est pas possible et qu'on souhaite au contraire que l'Union européenne puisse continuer à investir et à emprunter de manière commune pour permettre, encore une fois, de financer des politiques économiques, sociales, environnementales qui permettent cette grande transition. Parce que la transition écologique ne se fera pas sans démocratie et sans accompagnement de celle-ci par les associations, les organisations constituées. Sinon, on va se retrouver dans une situation de rupture. Donc, des institutions ont été au rendez-vous et nous, on veut qu'elles le soient encore davantage dans les prochaines années. Merci. Merci. Face justement à ce contexte de défiance et de tension envers les institutions, face à la montée des populismes également en Europe, les associations et le reste de la société civile organisée jouent un rôle clé et essentiel en Europe.
pour différentes raisons, notamment parce qu'elles sont l'émancipation directe des citoyens et citoyennes, parce qu'elles sont des espaces démocratiques, d'action du quotidien, parce qu'elles disent le réel et également qu'elles permettent d'accueillir les différents échelons d'action du plus local au plus global. Donc plus que jamais, ces structures de la société civile et ces associations, elles ont besoin d'être soutenues de façon assez forte et bien marquée. Et justement, on a besoin que ces libertés associatives et démocratiques, elles soient défendues et protégées, car oui, nous, on constate dans nos activités une dégradation progressive des libertés publiques en Europe, et nous considérons qu'il est du devoir des institutions européennes de permettre à la société civile de s'exprimer librement dans un contexte sûr et favorable. J'ai donc envie de vous demander quelle place pour la société civile en Europe et surtout comment garantir la protection des libertés associatives en Europe. Déjà, vous l'avez bien dit, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un contexte quand même de crise historique. Au niveau des démocraties européennes, on a plusieurs pays qui envoient des signaux très négatifs. Je cite la Hongrie parce que c'est le premier pays qui nous vient en tête, mais pas seulement, où on a créé l'Union européenne pour justement être dans un espace de paix et de liberté civile. Et cette paix-là, elle est garantie par les acteurs associatifs, qui sont les acteurs du quotidien, qui permettent de faire le lien social entre les citoyens et les institutions qui parfois, avec leurs élus, et nous on fait ce qu'on peut aussi, mais on ne peut pas être partout tout le temps et on ne peut pas justement être ce trait d'union qui permet d'éviter au lien social de se déliter totalement dans certains quartiers, dans certaines communes. Donc ce lien-là, il est indispensable. Et l'Union européenne a été créée dans ce projet-là. C'est pour ça que dans les traités européens, il y a la présence de la liberté associative comme garantie citoyenne démocratique. Et donc, si c'est dans les traités, ça veut dire que lorsqu'on a créé l'Union européenne, on a considéré que c'était la base. Aujourd'hui, on voit que malheureusement, avec des gouvernements, la plupart du temps d'extrême droite, je peux aussi parler d'Italie ou d'autres pays dans l'Union européenne, ces libertés, elles se réduisent sous le coup de loi nationale. Parce que c'est toujours la surenchère à l'extrême droite. Et donc, on est dans un espace de liberté qui a tendance à se restreindre. Nous, ce qu'on dit par rapport à ça, c'est qu'il ne faut pas hésiter à mener la bataille au niveau européen pour permettre à ces libertés d'exister, mais surtout de pouvoir les financer. Ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est qu'il y a des associations qui ont de plus en plus de mal à faire des actions, notamment au niveau transfrontalier, parce qu'il y a une absence de statut unifié. Et donc parfois, il y aurait la volonté de faire des actions d'un pays à l'autre, et on est un peu limité par les droits nationaux des pays en question. Donc nous, ce qu'on défend trop dans notre programme, c'est la création d'un statut unifié des associations qui permettrait, sur le statut du mieux-disant, bien évidemment, le but c'est pas de restreindre les libertés, c'est de pouvoir faire en sorte que toutes les associations en Europe soient alignées sur le meilleur statut. C'est vrai que pour le coup, la 1900 est quand même un bon statut, parce qu'on a la chance d'être dans un pays qui a affirmé il y a bien longtemps cette liberté associative-là, de pouvoir créer encore une fois ce statut unifié pour permettre ces actions. Après, il y a aussi au sein des institutions européennes des organismes qui font vivre la vie associative, le CESE par exemple au niveau européen. Nous, on est aussi assez d'avis pour renforcer ces pouvoirs et que ce soit un véritable contre-pouvoir associatif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a la Commission européenne qui prend des décisions, le Parlement européen qui, là je le rappelle, malheureusement, et ça aussi on bien changer, mais qui n'a pas de pouvoir d'initiative, donc les députés européens ne peuvent pas proposer des lois, ils peuvent juste intervenir en cours de route et essayer de changer les choses. Et on a le CESE, on a plein d'autres organisations également, mais qui n'ont pas de réel pouvoir européen, on va dire que c'est plutôt des résolutions ou du symbolique ou autre. Donc nous, on est vraiment pour que ces associations-là, elles aient un véritable contre-pouvoir face aux institutions pour aussi permettre parfois de pondérer ou de faire entendre la voix de la société civile au sein de la prise de décision au niveau de l'Union européenne. Merci. Dans la continuité démocratique, il y a une urgence démocratique pour construire une participation citoyenne à l'échelle du territoire, du local au supranational, tant dans les corps intermédiaires que dans les urnes. L'Union européenne doit être le moteur de débats citoyens et rester connectée à son projet collectif. On l'a dit tout à l'heure, le projet européen peut être mis de plus en plus en cause par des mouvements populistes et nationalistes. Et on se doit de s'outiller pour lutter contre les idées d'extrême droite. Et donc, ce que j'ai envie de poser comme question, c'est en quoi la connaissance de l'Union européenne et de son fonctionnement peut représenter un enjeu démocratique et comment favoriser l'intégration des jeunes et des citoyens dans les processus décisionnels européens. Ça, c'est une vraie question parce qu'on remarque aujourd'hui que la fracture elle est de plus en plus grande entre les jeunes qui, eux, peuvent avoir accès effectivement
on va dire, à des formations en études supérieures ou à des associations plutôt en centre-ville, dans les métropoles, on va se dire les choses aussi, et qui peuvent du coup, notamment aussi avoir accès à des parcours Erasmus, qui peuvent s'enrichir de la culture européenne et donc qui ensuite vont la défendre. Et c'est votre cas, c'est mon cas aussi, parce qu'on a eu accès, on a été sensibilisé à ça. Cependant, quand on remarque, et là on le voit avec les sondages qui sortent sur le scrutin du 9 juin prochain, on voit dans le détail que malheureusement il y a toute une partie de la jeunesse qui décroche, soit parce qu'elle n'a pas effectivement eu accès à ces parcours-là, soit aussi parce que elle s'est renfermée et elle n'a pas accès encore une fois à nous, ce qu'on a accès en métropole. Donc je pense aussi aux jeunes qui sont en zone rurale, qui sont en zone périurbaine et qui n'ont pas accès à cette émancipation-là. Il n'y a que le savoir et la rencontre qui va permettre un peu de casser les clichés sur les institutions européennes. On a parfois l'impression que ce sont des choses qui nous échappent, que les décisions elles sont prises sans l'avis des gens, alors que si on vote pour des représentants au Parlement européen, c'est bien que c'est quand même malgré tout, il est imparfait, mais ça reste un système démocratique. On se rend compte que c'est assez unique dans le monde. Donc nous, face à ça, on a plusieurs propositions. C'est tout d'abord d'élargir Erasmus et de le rendre universel, et pas seulement le réserver à des filières de l'enseignement supérieur tel que c'est le cas aujourd'hui, mais que chaque jeune dans sa vie de jeune puisse avoir 3 à 6 mois, y compris en alternance, en service civique, en apprentissage, dans un pays de l'Union européenne pour vraiment ouvrir, qu'il puisse s'ouvrir aux rencontres et s'enrichir un peu de cette culture-là. Parce qu'Erasmus, c'est vraiment une grande réussite et c'est ce qui a permis aussi à toute une génération de se sentir citoyen européen. Et je rappelle qu'on est tous dans les textes et on n'a pas forcément... Aujourd'hui, ça ne se matérialise pas. Citoyen français, on a des droits, des devoirs, on sait ce que c'est. Citoyen européen, quels sont les droits et devoirs qui sont accolés à ça. Donc ça, c'est déjà très important. Après, j'ai envie de dire pour que les jeunes et que ceux qui décrochent un peu du scrutin européen puissent s'y intéresser, il faut aussi leur montrer ce que l'Union européenne fait de concret dans nos territoires. Et là, on voit dans la région de France, à travers les fonds de lutte contre la précarité, les fonds de transition juste et énormément de fonds européens, on a aujourd'hui, grâce à l'Union européenne, pu construire beaucoup de choses dans notre région. Et sans cela, clairement, on n'y serait pas parvenu. Donc aussi, je pense, montrer au quotidien les réalisations qui sont possibles grâce aux financements européens. Ça permet aux jeunes de voir qu'en fait, l'Europe, elle est partout dans l'action du quotidien, dans les écoles, les collèges, les lycées, dans la création d'emplois, dans le développement des mobilités. Et parfois même, les collectivités bénéficient de fonds européens, donc financent des projets grâce à ça, et ne le disent pas forcément. Donc il y a un peu d'Europe partout, il faut juste rendre grâce, pour le coup, aux institutions européennes. Et je pense faire beaucoup de pédagogie là-dessus pour permettre justement de battre en brèche les clichés et les fausses informations à ce sujet. Justement, au sujet des financements européens, ça représente une réelle opportunité de financement pour créer et développer des actions associatives. Et on se rend compte quand même, en discutant avec les associations, en particulier les petites et les moyennes structures, qu'elles rencontrent de réelles difficultés pour s'en saisir de ces fonds européens. Et on considère que l'Union européenne a le devoir de simplifier l'accès des associations au financement européen. Et donc, je me permets de vous demander, que proposez-vous justement pour faciliter cet accès et accompagner les associations sur ce sujet? C'est vrai qu'on a un véritable problème d'accès aux structures, au financement européen. Déjà parce qu'il n'y a pas de guichet unique. Donc nous, dans notre projet, ça je pense qu'on n'est pas les seuls à s'avancer là-dessus, mais c'est vraiment important qu'on puisse se mettre en place dès le début du mandat, créer un guichet unique régional d'aide aux associations. Ça paraît évident parce qu'aujourd'hui, même nous, en tant qu'élus, on a beaucoup de demandes de pouvoir porter et appuyer des appels à projets ou autres. Mais parfois, c'est la croix à la bannière. Et quand on n'a pas beaucoup de ressources au sein de l'association, pas beaucoup de permanents ou bénévoles pour pouvoir s'en sortir avec tous les dossiers qu'il y a à faire, bien forcément, derrière, c'est compliqué. Donc, je pense que créer ce guichet unique, ça me paraît une évidence. Aussi, abaisser les seuils pour avoir accès aux fonds européens. Aujourd'hui, c'est assez élevé, il me semble que c'est autour de 50 000 euros. Parfois, ça empêche des petits projets de pouvoir bénéficier de subventions. Là où, au contraire, le gap et le financement, il est vraiment important, contrairement à de plus gros projets pour lesquels, on va dire, au final, le financement européen n'est qu'une partie des fonds. Donc, abaisser ce seuil et permettre aux micro-projets associatifs de voir le jour. Et ça donnerait plus envie, effectivement, à des jeunes, n'importe qui d'ailleurs, de pouvoir monter un micro-projet si les financements sont plus facilement accessibles. Et après, des choses encore une fois assez techniques, mais systématiser les avances. Parce que parfois,
les associations doivent avancer sur fonds propres et on voit bien que c'est pas possible à chaque fois. Donc ces avances, ça peut être entre 20 à 30% pour chaque projet qui est cofinancé notamment par des fonds européens et le prévoir dans les conventions de financement. C'est des petites choses administratives mais qui au final pourraient vraiment permettre de changer les choses pour les associations. C'est du concret et ça je pense que là-dessus il y a consensus donc il faut avancer mais il n'y a qu'au niveau européen qu'on pourra le faire. Après je reviens sur ce qu'on disait juste avant. Créer aussi des maisons de l'Europe dans chaque région à côté de ces guichets uniques associatifs, ça paraît être une évidence pour que l'Union européenne puisse se matérialiser aux yeux des jeunes, de nos concitoyens, parce que sinon, on a toujours l'impression de passer par 10 couches administratives et on ne voit pas très bien qui finance quoi. Donc, tant pour les citoyens que les associations, ces maisons de l'Europe, c'est fait dans d'autres pays, hein, l'Union européenne, pour le coup, c'est quelque chose qui n'a pas été, je pense, assez développé en France et qui serait une bonne chose pour qu'on puisse, voilà, pas à chaque fois se retrouver au pied du mur lors des élections européennes à devoir tout réexpliquer, à quoi sert l'Europe, comment on fait, et au contraire qu'il y ait une vraie culture européenne qui puisse s'installer en France. Merci pour cette réponse. Donc, dernière question avant de vous laisser conclure. Les organisations associatives défendent une Europe ouverte sur le monde, riche de cultures différentes, qui ne standardise pas et qui s'oppose à toute forme de rejet de l'autre et encourage les débats. Permettre de s'affranchir des déterminismes est un préalable fondamental pour l'émancipation de toutes et tous. Et donc, dernière question, comment construire une éducation citoyenne pour lutter contre les déterminismes? Ça, c'est vraiment le cœur de ce qui nous motive en tant que militants, élus et candidats. C'est qu'aujourd'hui, il y a toute une partie de nos concitoyens qui sont assignés à résidence. C'est-à-dire, voilà, ils sont nés dans un certain milieu et on sait que malgré. Et souvent, les libéraux, la droite ou autres, font reposer ça sur la volonté individuelle, la réussite individuelle, il faut s'en sortir par soi-même ou quoi. Parfois, c'est pas possible parce que juste, on n'a pas effectivement tous. On part pas tous sur un pied d'égalité, on part pas tous sur la même ligne de départ. Et là, moi, je pense que, en tout cas, nous, ce qu'on porte comme projet avec les socialistes, les démocrates et plus largement toute la gauche, parce que là aussi, c'est des thématiques sur lesquelles on travaille très bien ensemble, c'est pouvoir donner non seulement les mêmes chances à chacun, mais surtout, on va dire, la même possibilité de trajectoire. Et c'est là où parfois on se retrouve un peu bloqué. Je pense que, voilà, faciliter déjà l'apprentissage de la langue et aussi d'une ou plusieurs langues étrangères, ça peut aussi permettre aux uns et aux autres de ne pas se sentir assignés à résidence. Parce que le nombre de fois où la mauvaise connaissance de l'anglais ou d'une autre langue, pour le coup, d'un pays voisin de la France, a empêché des jeunes de pouvoir répondre positivement à une offre de stage, d'alternance, d'apprentissage ou autre. Et ça permettrait au contraire de pouvoir, encore une fois, aller travailler à l'étranger 6 mois, 1 an, et pouvoir sortir un peu de son milieu, voir comment ça se passe ailleurs. Et pourquoi pas y revenir, hein, on ne dit pas aux gens de s'expatrier, mais revenir enrichi de tout ça et porter un regard différent sur ce qui nous entoure. Alors que quand on reste tout le temps au même endroit, eh bien, on a l'habitude des choses et on ne met pas en cause effectivement son quotidien. Je pense que c'est important. Donc j'ai envie de dire vraiment faciliter et donner davantage de moyens au système éducatif dès le plus jeune âge pour apprendre une langue étrangère et au-delà de l'apprentissage qui permettra de répondre, je le disais, à des offres d'emploi ou à des offres de stage ou de formation qui nécessitent d'apprendre une langue étrangère, c'est aussi une ouverture d'esprit. Moi, je l'ai vu, j'ai eu la chance de faire des études supérieures, donc j'ai vu au collège, au lycée et même ensuite dans le supérieur. La langue, c'est une vraie barrière, vraiment. Et on voit celles et ceux qui ne parlent pas une langue étrangère se retrouvent systématiquement bloqués à un moment de leur parcours professionnel. Je pense que ça peut être un beau projet de donner les moyens, mais là, encore une fois, c'est question aussi de priorité politique et de moyens. Et aujourd'hui, on trouve en tout cas que ces moyens-là ne sont pas assez mis là où il faut. Donc, si nous sommes élus, je l'espère, le 9 juin, en nombre pour entrer au Parlement européen, le but, c'est vraiment de pouvoir appuyer sur ces politiques-là, tant au niveau scolaire qu'associatif, et espérer derrière pouvoir faire avancer les choses sur cette culture européenne et cette volonté de se dépasser, de pouvoir s'entraider entre citoyens des États membres. Merci beaucoup. Je vais vous proposer de finir cette vidéo avec une minute libre de parole, de carte blanche sur la jeunesse, la vie associative et ce sur quoi vous voulez conclure. Merci déjà pour cet échange, un moment très important, je pense, parce que souvent, dans les débats européens, en ce moment, il y a beaucoup de débats, effectivement, avec les têtes de liste ou les candidats, même au niveau local ou régional,
on parle, on va dire, des sujets dans le dur, donc emploi, immigration, sécurité, défense, et on oublie un peu les sujets jeunesse, vie associative, qui sont au contraire, ce que je pense vraiment, et ce que j'ai dit tout à l'heure, le socle de nos sociétés, sans quoi rien n'est possible. Moi, j'ai eu la chance d'avoir encore une fois accès à l'engagement, accès à un certain milieu qui m'a fait comprendre que l'ouverture était une nécessité, non seulement d'esprit, mais aussi une nécessité de survie. Si demain on veut s'entraider, et si on veut éviter que dans ce monde où il va vraiment falloir passer une transition écologique de manière accélérée, on laisse trop de gens sur le côté de la route, il faut que la jeunesse et la vie associative soient encouragées à prendre ce chemin-là, mais pas à marche forcée. C'est pour ça que l'accompagnement, le financement des projets associatifs sont une complémentarité, j'ai envie de dire, essentielle à l'action publique que nous représente en tant qu'élus. Après, voilà, il ne faut pas créer non plus de fractures au sein des jeunesses. Il y a beaucoup aussi de jeunes qui décrochent. On le voit malheureusement qui se réfugient soit dans l'abstention, soit aussi dans le vote vers l'extrême droite. Je pense qu'il ne faut pas s'en détourner. Et nous, en tant qu'acteurs politiques, associatifs, en plus plutôt jeunes, j'ai envie de dire, en tant que candidat, donc c'est aussi une bonne chose. Il faut aller les voir et battre en brèche tout ce qu'on leur a raconté depuis le début. Il y a une véritable volonté d'engagement chez les jeunes, on le voit, et d'ailleurs les sondages le montrent, ils veulent s'engager, même parfois pour défendre la France face à des conflits ou autres, mais on n'arrive pas parfois à trouver de débouchés politiques ou associatifs à tout ça, donc il faut s'organiser là-dessus pour éviter que ces jeunes-là, finalement, ne se renferment sur eux-mêmes et, j'ai envie de dire, ne décrochent totalement de ce qu'on essaye de faire. Donc il y a beaucoup de travail, de pédagogie et d'accompagnement, mais je pense qu'on va y arriver ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour rappel, Madame Sarah Kerridge-Bernard, vous représentez la liste Parti socialiste Place publique de Raphaël Glucksmann et nous vous souhaitons une bonne élection et vous remercions pour votre participation. Merci beaucoup. Merci à vous.